Bonjour tout le monde, bienvenue au rendez-vous des managers. Je me présente, moi c'est Mokhtar Adidan. Aujourd'hui, au fait, on a avec nous Mathieu et on va parler de gestion des opérations. Bonjour Mathieu, Bonjour, ça va bien? ça va super bien toi, docteur? Bah oui. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Et regarde, on va passer à travers, pour aujourd'hui, ça va être une conversation assez amicale. Tu vas voir, on va passer à travers plein de sujets intéressants. Mais si tu commençais par nous dire un petit peu, par te présenter au fait. Oui, certainement. Dans le fond, je m'appelle Mathieu Revillard. Je suis directeur principal exploitation au niveau du réseau de détail pour une compagnie qui s'appelle Arnois Énergie. Pour les gens qui ne connaissent pas Arnois Énergie, c'est un distributeur d'énergie, un distributeur anciennement. C'est encore un distributeur de produits pétroliers, mais on ne fait plus que distribuer seulement des carburants aujourd'hui. On est rendu multi-énergie également. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de regarder vers l'avenir, qu'on se dit distributeur de multi-énergie. Personnellement, j'ai un bac en sciences politiques. J'ai débuté ma carrière en 2002 où j'ai été en vente, en développement des affaires pour une compagnie qui s'appelait Bell Mobilité, qui est devenue Bell Canada. J'ai commencé comme simplement représentant au service à la clientèle. C'est là que j'ai commencé par la suite à prendre le goût au niveau des ventes. Par la suite, en 2005, c'est-à-dire, j'ai migré vers une compagnie qui s'appelle la Brasserie Labatt comme marchandiseur représentant par la suite. Et c'est là que j'ai commencé, dans le fond, ma carrière dans le commerce au détail pour ensuite, en 2008, migrer chez Arnois Énergie comme gestionnaire de territoire. Donc, vous comprendrez que depuis 2008, je suis toujours chez Arnois Énergie, compagnie pour laquelle j'ai occupé différents rôles. Donc, j'ai commencé comme gestionnaire de territoire. Mon rôle, c'était dans le fond, développer et maintenir de la clientèle à l'intérieur d'un certain territoire donné. J'ai fait ça jusqu'en 2012. Par la suite, j'ai été nommé comme directeur du réseau affilié. Donc, je suis devenu le patron de certains de mes collègues. Et puis, j'étais toujours en charge du développement du maintien du réseau, mais là, pour l'ensemble du réseau d'Arnois Énergie. En 2015, par la suite, j'ai migré vers un rôle au niveau toujours directeur, mais développement immobilier. Pour par la suite, en 2019, migrer vers les opérations du réseau Proxy, qui se trouve dans le fond être le réseau de stations-service corporatives qui appartiennent à Arnois Énergie. Donc, mon travail, à ce moment-là, mon travail, c'était de diriger, dans le fond, les gens du réseau pour l'atteinte de nos objectifs stratégiques en lien avec le réseau Proxy. Donc, c'est de la vente, essentiellement, c'est de la vente de carburant, de la vente de produits, de marchandises de dépanneurs, de la vente de lave-auto également. S'assurer du respect, puis de l'exécution des standards opérationnels, puis de la partie la plus importante de mon travail, qui est la gestion des ressources humaines. Et puis, depuis tout récemment, dans le fond, depuis le mois de décembre dernier, je suis rendu directeur principal, donc je m'occupe de l'exploitation de 100% des stations-service qui font affaire avec Arnois Énergie de près ou de loin. Donc, j'ai gardé le réseau corporatif à ma charge. Et puis, j'ai maintenant le réseau de détaillants affiliés. Donc, je retrouve là où je retrouve les détaillants avec lesquels j'ai commencé ma carrière d'une certaine façon. Donc, c'est un peu ironique, mais bref, on est là aujourd'hui et on est bien content d'être là. Ouais, c'est super, c'est quand même assez diversifié là. T'as été passé, déjà à la base, comme quand je vois ça, c'est ton baccalauréat, c'est pas du tout en adéquation avec ce que tu fais maintenant. Zéro. Zéro. Et on voit que ça a mené quand même à une belle carrière en gestion. Tout à fait. Ouais. Et cette carrière en gestion, ça a commencé exactement en quelle année? C'est dès que tu as migré vers Arnois ou... Oui, exactement. Dans le fond, le rôle de gestionnaire de territoire, c'est un rôle de cadre intermédiaire. Ouais. Donc, en fait, à ma charge, ou à ma responsabilité, dans le fond, j'avais un groupe d'une 50 et 70 détaillants affiliés. Donc, c'est pas des employés, c'est des partenaires. C'est des gens qui font affaire avec Arnois Énergie au final. Mais il y a un gros rôle de gestion à l'intérieur de ça. Et puis, par la suite, là, depuis 2012, j'occupe un poste de direction chez Arnois. Ouais. Je vais faire du pouce sur le bac en sciences politiques, là, Ouais. sur le fait que ça n'a pas lien au niveau de mon travail. En réalité, ce que je retiens de mon bac en sciences politiques, puis ce que j'utilise toujours aujourd'hui, c'est un petit peu la méthodologie de travail que j'avais apprise lors de mon baccalauréat. Donc, c'est des choses que encore aujourd'hui, j'applique. Puis, je dirais de toute la notion là, je veux dire,
habileté politique d'une certaine façon. La communication. La communication, oui. Communication, autant communication stratégique que communication au sens large du terme. Ouais. Puis je dirais beaucoup l'analyse des gens, l'analyse des comportements, l'analyse du non-verbal. Tu sais, j'ai négocié beaucoup quand je suis arrivé chez Arnois. Puis un des éléments où quand je sortais d'une négociation, par exemple, j'étais capable, sans trop me tromper, me dire ça a bien été, puis on va signer une entente qui ont choisi qui va être satisfaisante pour les deux parties, ou il n'y a aucune chance que ça arrive parce que soit qu'il n'y a pas de connexion, soit que ça répondait pas à ses attentes, par exemple. Parce que le non-verbal, le mien me trahit souvent, mais en général, le non-verbal des gens trahit un peu tout le monde à ce niveau-là. Fait que je dirais que c'est quand même, ça amène... comment je pourrais dire, une belle perspective quand on est en mode négociation ou même en gestion des ressources humaines. Mais tu sais, ça me fait rappeler une personne avec laquelle j'ai travaillé. Il a fait aussi un bac en sciences politiques. Et justement, tu vois que c'est un fin communicateur. Il communique très, très bien. Et justement, il fait il sait comment analyser les gens. Et je pense que ces deux traits-là, c'est vraiment très, très important pour un gestionnaire parce que tu vas avoir à dealer avec des gens de différents backgrounds, mais qui ont aussi des caractères différents. Et donc, il faudrait savoir comment les gérer, mais comment les analyser, parce que c'est ça qui va déterminer comment tu vas te prendre avec chaque personne. Bien d'accord. Ouais. Mais si on s'intéresse un peu... donc, tu as commencé en gestion de territoire. Et après, tu es parti aux opérations. Mais c'est gestion des territoires, est-ce que, si je comprends bien, c'est un petit peu de la vente ou c'est... En fait, comme gestionnaire de territoire ou comme directeur du développement affilié ou immobilier, c'était essentiellement du développement des affaires. Donc, c'était... en fait, c'est soit qu'on... juste pour expliquer un petit peu un détaillant affilié, c'est quoi, là, grosso modo, là? Je te donne l'exemple, Mokhtar, tu serais propriétaire d'une station-service demain matin. Tu dois essentiellement t'affilier avec une bannière d'essence pour l'approvisionnement de ta station-service en carburant. C'est un exemple que je te donne. Donc, c'est vraiment pour moi l'objectif principal au moment où j'étais dans cette équipe-là, c'était de renouveler les comptes existants, donc maintien de la clientèle existante, puis s'assurer qu'ils sont bien servis par Arnois Énergie au final, ou carrément faire de la prospection pour être en mesure de développer, donc d'agrandir le réseau d'Arnois Énergie, d'aller chercher de la part de marché là, pour nous, ou d'aller s'installer dans des secteurs où géographiquement, on n'était pas représenté. Parfait. OK, donc là, je vais plus m'intéresser à la partie gestion des opérations, à la dernière partie de le poste que tu occupes présentement. Mm-hmm. Donc, si tu peux un petit peu m'expliquer, ça consiste en quoi ta routine, tes responsabilités, c'est quoi, ça fait quoi un directeur des opérations? En fait, un directeur des opérations, en fait, il y a différentes conceptions d'un directeur des opérations. Là, je vais parler vraiment de la perspective que moi, je connais, qui est celle d'un directeur des opérations au niveau du commerce au détail, d'une certaine façon. Il y a des directeurs d'opérations dans une usine, ça reste des opérations, mais c'est, dans ma tête à moi, fort différent comme façon de travailler ou comme footprint en tant que tel. Là. Donc, la routine, en fait, je vais parler plus d'une routine hebdomadaire. Dans le fond, on travaille avec certains KPI, donc certains indicateurs clés de performance. Donc, c'est sûr et certain, dans mon rôle, la chose que je fais à tous les matins, je dirais pas en me levant, mais à peu près en me levant, ou peu de temps après m'être levé, c'est de regarder les indicateurs en termes de vente. Normalement, ça, c'est vraiment ce sur quoi je vais focusser en premier. Donc, ça, on fait ça. Comme je l'ai dit, je le fais quasiment à tous les matins, religieusement. Par la suite, c'est clair qu'à chaque semaine, je serais incapable de gérer les opérations d'un réseau seul en passant. Si je suis là puis que j'ai du succès, c'est parce qu'on forme une bonne équipe, je suis bien entouré, puis j'ai des personnes en qui j'ai confiance, avec qui je travaille. On a un comité de gestion, puis à chaque semaine, on va analyser les faits saillants de la semaine précédente. Voir, dans le fond, qu'est-ce qui a bien été, parce qu'il y a des choses qui vont bien, qu'est-ce qui a moins bien été, puis on essaie à ce moment-là de planifier comment on va s'ajuster par la suite, puis planifier les priorités de la semaine pour nos gens qui sont sur le terrain également. Donc, ça, je vais donner un exemple. Là, quand on regarde nos ventes,
on va regarder nos 10 meilleures stations puis nos 10 pires stations. Nos 10 meilleures stations, on essaie de comprendre essentiellement qu'est-ce qui a bien été, puis s'il y a des choses qu'on peut retenir puis appliquer au restant du réseau. Puis dans nos 10 moins bonnes stations, des fois, il y a des facteurs où c'est la conjoncture qui nous amène là, mais des fois, il y a des facteurs où il y a une situation dans une station, puis ça demande d'investir du temps dans la station à ce moment-là. Fait que ça permet aux chefs d'équipe avec qui je travaille de discuter avec leur gestionnaire de territoire pour, dans le fond, un peu dicter le ton au niveau des priorités de la semaine pour les gestionnaires de territoire qui, eux, vont se déplacer en site là, pour aller justement faire du coaching, prendre connaissance de certaines situations, faire une veille concurrentielle, par exemple, parce que des fois, nos compétiteurs, si leurs ventes ne vont pas bien, ils peuvent prendre certaines actions, ça se met à mieux aller de leur côté. Des fois, ça va moins bien d'une autre. Fait que, il y a vraiment une grosse veille de compétition à faire là-dedans. En fait, c'est vraiment intéressant parce que, dépendamment de la compagnie, dépendamment aussi du secteur, ce que vous faites dans un cadre hebdomadaire, genre une réunion avec toutes les personnes, les parties prenantes des opérations pour justement revoir les KPI. Il y a d'autres compagnies qui le font à tous les jours, en fait. À tous les jours, ils voient les chiffres de la veille et prennent des actions par rapport à ça. Oui. Donc, en fait, nous, on le fait en équipe une fois par semaine. Par contre, les gestionnaires de territoire qui ont chacun ou chacune une équipe de entre 10 et 15 détaillants, que ce soit des franchisés ou des gérants qui sont, dans le fond, qui sont en charge de gérer nos sites corporatifs. Eux, ils le font sur une base quotidienne. De mon côté, moi, c'est sûr, je regarde les ventes du réseau à chaque jour, mais je n'ai pas une réunion à chaque jour pour dans le fond, réaligner l'équipe. Là, dans le fond, mes chefs d'équipe, les gestionnaires de territoire sont très autonomes là-dedans. Moi, dans le fond, je fais une revue avec eux là, sur une base hebdomadaire. Dans les autres éléments, on parle beaucoup de planification, de coordination. On travaille beaucoup ça en équipe. Par la suite, on a également plein de projets là, qui touchent de près ou de loin l'équipe, je veux dire, des opérations et ou l'équipe du réseau affilié. Là. Dans le cas du réseau affilié, c'est des projets de développement d'affaires. Dans le cas du réseau corporatif, là, on parle plus à ce moment-là. En fait, du réseau proxy, on parle plus de... c'est toujours de la création de valeur, d'une certaine façon, mais on va parler un peu plus d'investissement dans le réseau pour différents programmes ou différents équipements ou de la rénovation de site ou carrément de la démolition, reconstruction d'un site parce qu'il y a un potentiel inexploité, par exemple. Fait que ça, c'est des éléments qu'on va travailler en équipe. Puis par la suite, c'est sûr que ça amène à des rencontres de projets. Puis, de mon côté, j'essaie de m'efforcer une journée par semaine, à partir sur la route pour accompagner des gens de mon équipe parce que je crois que la réalité, c'est sur le terrain que ça se passe. C'est pas dans mon perchoir au niveau de mon bureau où ça se passe. Donc, pour moi, c'est important d'aller prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain, voir la compétition, voir d'autres commerces au détail pour être en mesure d'essayer de toujours faire une vigie de ce qui se passe dans le marché, au niveau de la technologie, au niveau des concepts, au niveau du recrutement, à divers niveaux possibles, pour s'assurer que, dans le fond, le réseau pour lequel je travaille est toujours je veux dire, à la fine pointe, soit de la technologie ou des innovations, des concepts. Ouais. Ça reste une entreprise privée, une entreprise familiale dans laquelle on a une belle latitude, une belle autonomie pour travailler ces choses-là. C'est le fun. Mais en fait, ce que je vois de là, c'est que en fait, est-ce que je vais reformuler la question, mais est-ce que vous avez des indicateurs qui vous disent, OK, là, par exemple, les ventes sont à la baisse ou les gens ont plus tendance à aller vers un autre détaillant carnois. Ouais. Et donc, c'est ça qui vous motive à aller prendre des actions. Dans le sens où c'est quoi les indicateurs que vous avez en place qui vous montrent, est-ce que, à part les indicateurs financiers là, des ventes, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui vous donnent un aperçu sur votre situation par rapport aux concurrents? Certainement. Nous, on regarde, on va regarder l'achalandage, premièrement. Ça, c'est une donnée qu'on travaille beaucoup.
Mhm. On va travailler également, on a un programme de fidélité, donc on va travailler ce qu'on appelle, nous autres, notre taux de swipe, notre taux de fidélisation, notre taux de pénétration, en fait, de notre carte fidélité. C'est des choses qu'on regarde. On regarde également nos parts de marché. Les parts de marché, on réussit à les obtenir comment? Essentiellement, il y a 3 sources. On travaille avec les données de la Régie de l'énergie, excuse-moi, ouais, non, c'est la Régie de l'énergie qui font le recensement du nombre de stations-service au Québec. Donc, quand on regarde au niveau du développement des affaires, on est capable de venir établir notre part de marché de cette façon-là. Au niveau des ventes de carburant, il y a une source de données qui s'appelle Calibrate, qui est, dans le fond, une source de données qui est neutre. Les pétrolières, dans le fond, on partage nos données à Calibrate. Puis par la suite, on rachète les parts de marché en tant que telles. C'est le deal qu'on a avec cette entreprise-là qui est complètement neutre. Ça nous permet de prendre une lecture d'où on est dans le marché en termes de vente de carburant. Ouais. Et puis, au niveau des dépanneurs, on travaille avec Nielsen, en fait, AC Nielsen, qui se trouve être une compagnie qui recueille encore une fois les ventes par bannière selon diverses catégories. Donc, on a les ventes totales en dollars en unité, puis on a également les ventes de certaines catégories, grandes catégories spécifiques dans le dépanneur, comme par exemple la bière, les ventes de cigarettes, le tabac. À titre d'exemple, ça représente à peu près 60% des ventes d'un dépanneur. Ben, c'est des catégories que Nielsen suit de son côté, puis ça nous donne, nous, de notre côté, une lecture de comment nous, on performe versus la compétition. Fait que quand on regarde nos ventes sur une base hebdomadaire, par exemple, j'ai une station-service qui est moins 5, ouais, mais son marché est moins 10. On bat le marché. Est-ce que là, dans ce cas-là, on a une action à investir? Est-ce qu'on a une action à prendre dans cette station-service-là? Pas nécessairement. Ouais. Mais de l'autre côté, on peut être plus 15, puis le marché est plus 25. Là, on a peut-être une action à prendre. Fait que ça, on prend le temps de... Ça, c'est pas des données qu'on a tous les jours, les parts de marché, on les a une fois par mois, mais ça nous aide à prendre la perspective dans l'analyse de nos résultats, puis encore une fois, à mettre le doigt sur les actions qu'on doit prendre. Comment je pourrais dire, en gestion des opérations, on a fait un cours ensemble, Mokhtar, si tu te souviens, c'était de s'assurer que, comment je pourrais dire, que la variation était significative. Ouais. On essaie vraiment de travailler sur ce qui est significatif pour nous, là, ce qui a vraiment un impact. Là. Mais tu sais, on va y revenir plus tard là, sur les méthodes de résolution de problèmes. Si on reste un petit peu dans le cadre des indicateurs de performance, est-ce que tu peux me dire, est-ce que chez Arnois ou dans les compagnies où tu as travaillé avant ça, est-ce que les indicateurs de performance sont reliés à des objectifs stratégiques, qui est relié à un plan stratégique à la base? Et comment ça se forme, cet arbre-là? C'est sûr que moi, je peux pas parler pour d'autres organisations. Là, quand j'ai travaillé chez Labatt, j'ai été comme marchandiseur ou représentant, mais premier niveau, là, d'une certaine façon. Donc, je participais pas à l'élaboration du plan stratégique, je participais pas à l'élaboration des objectifs, je recevais un budget, puis dans le fond, j'avais un split à faire. Je devais répartir mon budget à l'intérieur des places d'affaires que j'avais dans mon territoire, ça s'arrêtait là. Ça, c'était chez Labatt. Fait que possiblement que c'est tout aligné, mais j'avais pas cette transparence-là à ce moment-là. Ouais, dans le rôle que j'ai aujourd'hui, ce que je peux dire essentiellement, c'est qu'on a une planification stratégique. Dans la planification stratégique, on identifie des KPI qui sont, dans le fond, les grands Y, là, d'une certaine façon, là, pour revenir sur certaines notions qu'on a vues récemment. Et puis par la suite, dans le fond, mon rôle quand j'arrive dans la division, mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que les objectifs sont alignés à tous les niveaux. Okay? Ouais. Donc, à titre d'exemple, là, un gérant en site, là, il y a des objectifs pour sa station-service qui sont en lien avec mes KPI à moi, puis les KPI de mon vice-président, d'une certaine façon. Ce que ça veut dire, c'est qu'un gestionnaire de territoire, par exemple, ses objectifs, c'est la somme des objectifs des gérants de son territoire. Ouais. Mes chefs d'équipe, c'est la somme des objectifs de leur gestionnaire de territoire et ainsi de suite. Moi, c'est la somme des... Fait que tout est aligné vraiment, je dirais, du début jusqu'à la fin. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a du succès en équipe, là, sérieusement. Depuis les dernières années, je me souviens pas d'une année où on n'a pas fait nos objectifs. Les grands objectifs, il y a certains objectifs, des fois, on se donne pour se challenger, se pousser un peu plus, ces choses-là. Mais je dirais que depuis 2019 que je suis au niveau des opérations, puis
même, ou du réseau proxy, même avant ça, à ma connaissance, on a pas mal tout le temps fait nos objectifs, là. Mais je pense que c'est vraiment important de setter ces objectifs-là et c'est vraiment important d'avoir justement un alignement parfait Mhm. entre les objectifs des différents niveaux dans une compagnie. Et c'est ça qu'une compagnie fait qu'une compagnie soit performante. Par contre, je pense qu'un enjeu d'avoir trop d'indicateurs et tout ça, c'est que pour chaque indicateur, bah, ça prend une personne pour le monitorer, ça prend une personne pour le mettre à jour, ça prend... Et donc, en tout cas, dans l'expérience que j'ai eue dans ma compagnie, c'était ça l'enjeu, c'était ça le challenge, c'est d'avoir, vu que notre système ERP ne nous permet pas d'avoir une mise à jour automatique, bah, ça prenait quelqu'un qui soit toujours là à updater à chaque semaine ou à chaque jour l'indicateur pour que tout le monde puisse y avoir accès. En fait, ça, c'est le défi en 2024, puis c'est le défi des prochaines années, là. Il y a tellement de sources d'informations, il y a tellement de données qui sont disponibles puis accessibles qu'en tant que gestionnaire, il faut être en mesure, puis je pense que c'est important de le faire en équipe, là, de choisir les bonnes données, choisir les bons indicateurs. Nous, on travaille avec la solution là, Tableau BI qui automatise, je vais dire, 80% à peu près des indicateurs qu'on suit, mais il y a certains indicateurs financiers qui proviennent de nos résultats financiers qui sont produits une fois par mois. Puis il y a certains indicateurs également qui sont calculés peut-être un petit peu plus manuellement. C'est un peu plus lourd, mais c'est des indicateurs qui sont importants puis qu'on va devoir, dans les prochaines années, essayer de trouver une solution justement pour les automatiser. Puis c'est des choses sur lesquelles on travaille présentement, mais l'intelligence d'affaires, d'amener la bonne donnée aux gestionnaires, tout dépendamment des niveaux de gestion, là, c'est tellement la clé, c'est tellement important parce que tu peux perdre une tonne de temps à travailler la donnée, à analyser la donnée. Mais ce qui est important au final, quand tu es dans un rôle de gestion, c'est de prendre la bonne décision. Mais pour ça, ça te prend une donnée qui est fiable, une donnée en laquelle tu as confiance. Puis il faut que tu sois capable de la visualiser pour être en mesure de la comprendre rapidement puis de prendre une décision. Ouais. Pas forcément rapidement, mais encore une fois, de prendre, je pense, la bonne décision là-dedans. Là. Ouais. C'est exactement ça, en fait. Maintenant, on va aller plus vers les méthodologies de résolution de problèmes. Mm-hmm. Donc, on va supposer que tu es en train de visualiser tes indicateurs. Ouais. C'est à partir de quel moment que tu te dis « Ah, là, on n'est pas en contrôle et il faudrait prendre action ». À partir de quel moment? À partir du moment où on a certains indicateurs de contrôle. On a certains indicateurs de contrôle dans lesquels on a des triggers, des déclencheurs. Ouais. Puis, c'est à partir du moment où ça dépasse les normes qu'on se fixe où là, on va commencer à s'y attarder un peu plus. Puis là, on va regarder, bon, est-ce que c'est juste, est-ce que la personne vient de trébucher? La personne ou le site vient de trébucher, ou c'est une tendance, ou c'est très inégal dans le temps. Fait que, on a peut-être un enjeu de formation. Fait que souvent, ça va nous aider à trouver la cause du problème, puis arriver à travailler sur cette cause-là pour être en mesure de générer des améliorations. Ce que j'observe, par exemple, dans notre réseau, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont en lien avec la formation des ressources en place. Puis, tout récemment, on a réussi à engager un nouveau coordonnateur à la formation qui est maintenant responsable de prendre en charge tout le programme de formation, puis d'en faire une refonte, parce que je dirais depuis 2018, il n'y avait pas ou peu d'efforts pour différentes raisons qui avaient été investis sur notre programme de formation. Fait qu'on redonne un gros coup de barre là-dedans, mais essentiellement, quand on regarde certaines mesures de contrôle qu'on a, on a un audit qui est fait, prévention et perte, en fait, 2 fois par année. Et puis, en dernière année, j'ai eu l'opportunité de constater les résultats. Puis, à titre d'exemple, la note de passage, entre guillemets, il n'y a pas personne qui va en prison, entre guillemets, si la personne ne passe pas, mais ça nous donne des indicateurs sur là où on se doit de former les gens ou d'accompagner les gens. Mais la note obtenue en moyenne pour un nouveau gérant, c'était entre 50 et 60 %.
quand tu engages, on le sait, on l'a vu dans notre cours de gestion Ouais. des ressources humaines, mais le processus d'accueil et intégration puis de formation d'une nouvelle personne dans une équipe, c'est la clé. Là, c'est son point de départ chez nous. Ouais. Fait que, ça nous a décelé comme quoi on avait un manque à ce niveau-là puis qu'on avait nos responsabilités à prendre pour être en mesure de former nos gens pour qu'ils soient en mesure d'effectuer leurs tâches puis d'être performants parce que de recevoir un audit d'une tierce partie d'une firme externe, d'obtenir 60%, savoir que tu es en dessous de la note de passage, malheureusement, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est pas très motivant. Mhm. Fait que, tu sais, on s'est donné le défi en équipe de donner un coup de barre dans cette direction-là puis de s'assurer d'amener des améliorations. Fait que, Mais au fait, tu sais, c'est peut-être une question très, très naïve, là, mais mettons que vous avez beaucoup de succursales, beaucoup de stations. Comment vous priorisez, au fait? Si, par exemple, vous avez plusieurs stations qui ont des problèmes, comment vous dites, OK, bah, on va prioriser cette station par rapport à cette... Et cet exemple-là, ça s'applique dans ton cas, dans le cas des stations, mais ça peut s'appliquer dans le cas de n'importe quel autre gestionnaire qui a plusieurs machines et plusieurs équipements dans une usine et qui ne sait pas comment prioriser. Dans le fond, je vais aller dans deux directions au niveau de ma réponse. La première direction dans laquelle je vais aller, on a... là, je vais parler surtout du réseau proxy parce que mon nouveau rôle, là, je l'ai depuis le mois de décembre dernier. Fait que, ce que le background récent que j'ai, c'est plus au niveau du réseau proxy, mais de la façon qu'on est réparti au Québec, on a 130 stations, puis on a, jusqu'à tout récemment, on avait 11, on est rendu à 12 gestionnaires de territoire. Fait que si, par exemple, il y a un problème dans une station, dans chaque territoire, par exemple, puis que le problème n'est pas le même, bien là, c'est au gestionnaire de territoire à identifier la problématique, puis à ce moment-là, aller chercher ou aller trouver ou à développer la solution pour ce site-là spécifiquement. Fait qu'on est quand même capable de gérer une certaine capacité en lien avec ça. Puis prioriser, ça se fait vraiment au niveau plus site level puis au niveau de territoire. Maintenant, quand on se rend compte qu'on a une problématique qui est un peu plus généralisée, et là, à ce moment-là, on va y aller un peu plus sur un mode de gestion de projet ou amélioration continue, par exemple, dans laquelle on va travailler. Un exemple que je t'ai envoyé, je t'ai texté une photo cette semaine, là, où on travaille sur la méthode DMAAC, parce qu'on l'a traduit, nous autres, le I qui est devenu le A à la fin. Là. Mais tout ça pour dire que là, à ce moment-là, on s'en va sur vraiment quelque chose qui est plus systémique, là, qui est plus... comment je peux dire, majeur ou important qu'un problème dans une station-service. Je ne suis pas en train de dire que ça, c'est pas important, mais ce que je veux dire, c'est en temps normal, il y a un gestionnaire de territoire qui est habilité à supporter le site puis à faire du démarchage à l'interne pour aller chercher les bonnes solutions là-dedans. Mais quand c'est un problème qui est de nature un peu plus générale, ou par exemple, on a un processus qui est malade, par exemple, ben là, on va appliquer certaines méthodologies que, dans le fond, on a vues dans notre cours de gestion des opérations, notamment avec M. Harvey. Ouais, donc au fait, vous démarrez un projet que ce soit d'optimisation, de design, de processus, dépendamment du problème que vous avez. Exactement. Ouais. Mais j'imagine que ces démarches-là, bah, ça a aussi des enjeux. Ça a aussi des problématiques là est-ce que tu peux me donner quelques exemples de défis que tu as eu dans le passé en essayant d'appliquer les méthodes de DMAIC, par exemple, ou n'importe quelle autre méthode de résolution de problèmes? Là? Bien, certainement. Dans le fond, le défi, c'est... à titre d'exemple, j'ai un bac en sciences politiques. Ouais. J'ai fait des ventes, j'ai fait du développement des affaires, du développement immobilier. J'avais jamais étudié en administration des affaires. Fait que je suis obligé de te dire que... En tout cas, les membres de mon équipe, puis j'ose penser que l'ensemble des gestionnaires, c'est un peu comme ça. Ils ont tous un background différent. C'est très hétérogène d'une certaine façon. Et puis, c'est d'amener les gens à... Le défi, c'est d'amener les gens à travailler ensemble. Ça, c'est notre défi en tant que gestionnaire à tous les jours. Puis, le défi, c'est d'être en mesure de pas... Comment je pourrais dire? Faut pas tomber dans la théorie, d'une certaine façon. Oui, on travaille avec les outils, mais il faut être en mesure de simplifier, vulgariser, coacher, encadrer pour venir simplifier l'outil puis permettre aux gens qui travaillent dans la structure ou dans les processus
de, essentiellement, venir nous dire c'est quoi le problème par les différentes méthodologies. Parce qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est d'être en mesure de définir le vrai problème. C'est d'être en mesure de faire une collecte d'informations, une collecte de données pour vraiment pointer sur l'origine, la cause du problème, pour être en mesure de travailler là-dessus puis de générer une amélioration finale. Fait que vraiment, le défi, c'est d'être en mesure d'amener les gens à travailler à l'intérieur de ces méthodologies-là sans qu'ils se rendent compte que c'est une méthodologie, sans qu'ils se rendent compte que ça vient d'un grand et gros processus, quoi que ce soit. Fait que c'est un peu un défi, mais en même temps, M. Harvey avait dit « Faites confiance au processus ». Je suis pas obligé de dire que le processus fonctionne au final, parce que généralement, ça nous amène des résultats. Puis, dans le DMAIC, là, la dernière étape, c'est contrôler les améliorations qu'on met en place. Ben, ce qui m'amène à dire que la méthodologie fonctionne puis qu'il faut faire confiance au processus, c'est que quand on l'utilise, la méthodologie, puis qu'on se mesure après, ben, on est en mesure de voir des améliorations. Fait que quand, après ça, tu fais preuve de transparence en tant que gestionnaire, puis que tu en parles à ton équipe, puis que tu amènes, voici, il y a eu, on a fait le processus, ou on a travaillé sur de l'amélioration continue, puis ça a généré des résultats, on lâche pas gagne. Mais là, d'une certaine façon, tu es capable de faire un build-up là-dessus, puis la fois d'après, quand il y a une situation comme ça, ben, onboarder tes gens là-dedans, ben, c'est de plus en plus facile, d'une certaine façon. Fait que ça, moi, en tant que gestionnaire, je pense qu'on devrait tous, surtout au niveau des opérations, là, travailler dans une perspective d'amélioration continue ou de design de processus, mais ça dépend des business que tu fais. Dans une station-service, oui, il y a de l'innovation, il y a des choses qui changent, ces choses-là, mais ça reste que on l'opère, la station-service est là, puis il faut en prendre soin d'une certaine façon, puis il faut que nos normes opérationnelles, nos normes d'excellence au niveau d'expérience client, ces choses-là, ça reste qu'il faut qu'ils soient là tous les jours, là, d'une certaine façon. Fait t'es pas constamment en train de réinventer la roue, puis t'es pas en train de chercher une nouvelle façon de produire quelque chose, quoi que ce soit. Nous, on produit, dans le fond, du service, une expérience auprès de nos clients, puis c'est ça qu'il faut livrer à chaque jour. Là. Donc, si je comprends bien, au fait, ce que tu me dis, c'est que tu veux que ces méthodes-là de résolution de problèmes soient beaucoup plus simples et que ça ne soit pas sous forme de méthodes strictes que les gens doivent suivre à la lettre, là, parce que sinon, tu vas perdre leur implication dans le projet. Mm-hmm. L'autre point aussi que j'ai remarqué dans ma carrière en amélioration continue, c'est que si le projet d'amélioration, le projet de résolution de problèmes, s'il n'est pas soutenu par les membres exécutifs, ou si c'est un projet qui va durer très très longtemps et qui n'est pas supporté par un plan stratégique, à un certain moment, tu perds l'implication des parties prenantes de ce projet-là. Et le gestionnaire, généralement, du projet, il se retrouve tout seul à essayer de régler le problème, sauf que sans aucun support autour. Donc, est-ce que t'as déjà rencontré ce genre de challenge? Oui. Je pense que tout gestionnaire, on a déjà rencontré ce genre de problème-là. Puis, je dirais également qu'on a peut-être même déjà contribué à créer un problème comme ça. Je regarde chez Arnois, de la façon que ça fonctionne au niveau des projets, des choses comme ça. C'est sûr que quand c'est un projet d'envergure, on va aller chercher, d'une certaine façon, le cautionnement du comité exécutif, le cautionnement du conseil d'administration, dans certains cas, ou du PDG de l'organisation, tout dépendamment. Mais à partir du moment où on va chercher ce commitment-là, généralement, il y a une ressource qui est attachée au projet, puis il y a il y a des ressources qui sont dédiées. Mm-hmm. C'est des projets qui sont sur les rails, qui se déroulent généralement très bien. Quand on tombe dans des projets de plus petite envergure, là, des fois, c'est pas toujours clair qui a l'ownership du projet, puis ces choses-là. Puis oui, c'est aligné avec la stratégie parce qu'on en a discuté, ces choses-là, mais après ça, c'est toute la notion de communication à l'interne, comment je pourrais dire que, de faire le lien, de t'assurer que l'employé ou la personne qui est impliquée à l'intérieur de ce processus-là fasse le lien entre, OK, il y a un processus qui est malade, c'est en lien avec la stratégie, puis là, voici, je t'implique dans le projet pour que tu sois en mesure de contribuer puis générer une amélioration en lien avec ça. C'est sûr que des fois, ça amène son lot
son lot de défis. Puis il y a énormément de choses là-dedans qui passent par la communication puis la gestion du changement. C'est la clé. On communique trop ou on communique pas assez. On communique bien ou mal. On choisit pas le bon modèle. Tu sais, il y a tellement de variables rendues là que c'est important que chaque projet soit attaché avec un plan de com, un plan de gestion du changement, puis que le plan de communication soit réfléchi en fonction de à qui on s'adresse, de choisir le bon message, le bon nombre de communication, le bon moyen de communication. Puis encore une fois, c'est de s'assurer qu'on est aligné je veux dire, à tous les niveaux de l'organisation en fonction de ceux qui sont impliqués dans ce type de projet-là. Mais je te mentirais de te dire que ça a toujours été fait comme ça. Des fois, dans une organisation, tu le sais, les choses, ça va vite. Fait qu'on est agile, fait qu'on veut pas... Il n'y a jamais personne... Je pense que tout le monde est généralement bien intentionné. Il n'y a pas personne qui se lève le matin pour dire « Hey, là, aujourd'hui, là, je vais faire trébucher mon entreprise. » Ça, je pense que ça n'existe pas, des gens comme ça. Ouais. En tout cas, pas à l'intérieur de l'équipe dans laquelle je travaille puis je collabore à tous les jours. Mais ce que je veux dire, c'est... Ça va arriver des fois que on peut trébucher sur certains projets, mais je pense qu'à partir du moment où on est authentique puis qu'on est capable d'assumer que... d'avoir de l'imputabilité, puis d'assumer, hey, sais-tu quoi, on s'est planté sur celle-là, là, mais le prochain, ça va mieux aller, puis on va faire un post-mortem, puis on va essayer de regarder qu'est-ce qui a bien été. Parce que même s'il y a un projet qui va moins bien, il y a quand même des choses qui ont bien été, il y a des leçons à retenir, autant positives que des opportunités d'amélioration dans chaque projet comme ça. Là. Très, 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 très intéressant, Mathieu. Justement, tu sais, tout à l'heure, tu as mentionné communication. Donc, je veux aller plus en détail par rapport à ça. C'est quoi, comment tu communiques avec ton équipe? C'est quoi la relation que tu as avec eux? Comment tu exerces ton leadership sur eux? Leadership, je dirais... Tu sais, je pense que tu me connais un peu. Là, je suis déterminé. Personnellement, je suis engagé, je suis passionné, je suis authentique. Ouais. Ça fait partie de moi. De la façon que je communique, je dirais, je communique je vais dire le plus souvent possible avec mon équipe de gestion, là, d'une certaine façon. Puis quand je dis le plus souvent possible, c'est pas... je vais pas... je suis pas tout le temps dans leur dos, par-dessus leur épaule, en train de regarder ce qu'ils font. Là, c'est pas ça. Là. Je veux qu'ils soient le plus autonome possible. Puis j'ai toujours considéré que le rôle d'un gestionnaire, c'est de s'assurer que nos gens ont les outils pour faire leur travail. Puis qui ont un carré de sable bien établi dans lequel ils peuvent prendre des décisions alignées sur la planification stratégique de l'organisation. Mais pour moi, mes façons de communiquer privilégiées, j'ai un comité de gestion qui a lieu. On prend 2 heures par semaine où on prend le temps, la porte fermée, de se dire les vraies affaires. De se dire que telle chose, je suis pas d'accord avec ça, puis telle chose, je pense que ça devrait être fait différemment. Ça amènerait d'autres résultats, ces choses-là, dans lesquelles on fait de la coordination, de la planification, on se challenge. Quand on sort de là, grosso modo, on est aligné, on est solidaire des décisions qui sont prises là-dedans. Puis il y a plein de décisions qui se prennent en collégialité là-dedans. Là. C'est pas... moi, je pourrais dire, c'est pas un one-man show ou un one-woman show, je pense, dans la vie en général. T'as besoin de ton équipe en tant que gestionnaire pour être en mesure de faire de faire des belles choses, de faire des grandes choses, réaliser des choses, ça y arrive. Moi, je pense que tout seul, on n'y arrive pas. Là. Je pense qu'en équipe, on est bien plus fort à ce niveau-là. Fait comité de gestion, chaque semaine, c'est vraiment planification, coordination. Puis, on se challenge, on prend les décisions. Une fois que c'est fait, tout le monde, par la suite, on redescend de l'information dans nos équipes respectives. On va vers nos projets. Puis après ça, il y a une structure de one-on-one qui est en place. Il y a une structure de rencontre, une rencontre statutaire hebdomadaire où je m'attends à ce que les gens avec qui je travaille me présentent c'est quoi les roadblocks, c'est quoi leurs défis, c'est quoi les opportunités, qui me tiennent informé de certaines choses. Parce qu'encore une fois, je suis un directeur qui aime comprendre, qui aime être au courant de ce qui se passe sur le terrain parce que je pense que la réalité, c'est là qu'elle joue. Elle ne joue pas dans mon bureau, la réalité. Là. À titre d'exemple, récemment, j'ai fait une... j'étais conférencier dans une réunion avec tous nos gérants-gérantes. Puis, dans une de mes présentations, j'ai présenté la photo de Kent Hughes, le directeur général des Canadiens. Ouais. Puis la question que j'ai posée aux gens, à l'auditoire, c'était « Est-ce que Kent Hughes marque des buts? » Ils m'ont tous répondu « Ben non. » Bon, OK.
Fait que là, je les ai regardés, je dis, écoutez, je dis, c'est pas compliqué. J'ai dit, Kent Hughes, là, votre GT, son chef, moi, Steve Lamontagne, qui est mon vice-président, puis mon PDG, Serge Arnois, on score pas de but, nous autres non plus. Là. On marque pas de but. Là. Les gens qui marquent des buts pour Arnois Énergie, c'est les gens qui travaillent en site. Fait que j'essayais de faire comprendre à ces gens-là que, premièrement, votre travail est important, votre travail est valorisé. Puis, deuxièmement, la réalité, c'est là qu'elle se passe. Tu sais, le terrain, là, c'est là où, moi, là, pour Arnois Énergie, là, c'est là où on va chercher des parts de marché. C'est là où on va chercher des clients. C'est là où ça joue d'une certaine façon. Fait que, pour moi, ça, c'est comme super important. Fait que, si je reviens au niveau de la communication, la structure de rencontres individuelles est importante, rencontres par projet. Puis, à chaque trimestre, on prend le temps de faire une revue de territoire avec chaque gestionnaire de territoire, encore une fois, pour que l'information elle remonte. Et puis, on rencontre également toutes les, que ce soit nos franchisés ou nos gérants, minimalement 2 fois par année pour, je vais dire une fois c'est un congrès, l'autre fois c'est plus une réunion, mais on vient partager certaines innovations qui s'en viennent dans le marché, on vient partager les résultats, certains programmes sur lesquels on travaille, ces choses-là. On veut se donner des fenêtres d'opportunité, puis même si on met toutes ces choses-là en place, même si moi, en tant que gestionnaire, je mets ces choses-là en place, c'est très loin d'être parfait parce que, comment je pourrais dire, la communication, qu'elle se rende à la bonne personne, qu'elle soit comprise, puis qu'elle soit par la suite mise en place, ça demande souvent des changements de si on communique, c'est parce qu'on veut qu'il y ait quelque chose qui change en termes de comportement. Mais quand je regarde l'exécution à l'intérieur du réseau proxy présentement, des fois, c'est imparfait. Puis, les opérations, même si... Là, les gens de mon équipe diraient t'es sévère. Non, je suis réaliste. Mais de l'autre côté, c'est pas négatif quand je dis ça. Un site qui est parfait, dans notre conception à nous, là, c'est un site qui est à 1 heure d'ouvrir officiellement. Tout est parfait. L'équipe marketing, les photographes sont dedans, tout est beau. Ouais. À partir du moment où on débarre la porte et il y a des clients qui rentrent, c'est plus un site parfait. En hiver, veut pas, il y a de la sludge dans nos sites. Il y a, comment je pourrais dire, il y a des produits qui vont se déplacer. Il y a toutes sortes de choses qui vont arriver. Fait que le but, il n'y a aucune limite à l'excellence, d'une certaine façon. Fait que c'est clair qu'on a des attentes qui sont élevées. Puis quand on met un programme en place, ben, ce qu'on voit des fois, encore une fois, on essaie de mesurer les programmes qu'on met en place. Des fois, on voit qu'il y a un petit écart par rapport à ce qu'on... C'est là où on se pose des questions sur... Quant à savoir si les communications se rendent bien, puis s'ils sont bien comprises également, parce qu'ils ne sont pas toujours bien exécutés. Mais ça, c'est, quand je parle de ça, la responsabilité revient pas mal plus à nous, en tant qu'organisation, ou moi, en tant que gestionnaire, de s'assurer qu'on communique les choses de la bonne façon, plutôt qu'aux gens qui reçoivent l'information, là, quand je regarde un peu l'expérience dans le réseau. Là. Absolument, mais aussi, après, toi, ton devoir, c'est aussi de bien communiquer l'information aux personnes qui se rapportent à toi, ouais. Mais aussi à eux aussi, il faut qu'ils transfèrent l'information. Ouais, il y a une cascade. Il y a une cascade. Et je pense que tu as très, très bien couvert les points parce que les deux outils, en tout cas, moi, dans les livres que j'ai lus sur la gestion, les 2 outils qu'un gestionnaire doit tout le temps utiliser, c'est le 1v1, le 1 à 1 et le feedback. Et je pense que tu viens de bien résumer tout ça. Donc maintenant, en fait, pour finir, je voudrais juste avoir ton avis sur comment tu vois la profession de gestionnaire en opération, gestionnaire des opérations, pardon, dans une dizaine d'années avec toute l'avancée technologique. Et tu sais, quand on a l'intelligence artificielle aussi, donc est-ce que tu penses qu'il va y avoir un changement dans le poste, dans les rôles et responsabilités, dans la manière de voir les choses, Je te laisse le micro, vas-y, épate-moi là. En fait, si en général dans la vie tu es un gestionnaire, ouais. Tu vis dans le changement à tous les jours. Ça, je pense que ça serait utopique de penser que le cadre d'un gestionnaire aujourd'hui puis le cadre d'un gestionnaire en 2030, par exemple, va être le même. Non, je pense que ça va évoluer avec le temps. Puis, tu me parlais d'outils technologiques tout à l'heure. C'est clair que dans certains cas, ça représente des opportunités. Il y a d'autres watch-out en lien avec ça. Puis, il y a un aspect pour un gestionnaire qui peut être déstabilisant. Puis je vais essayer de couvrir les trois aspects. Quand on parle de watch-out, par exemple, on en a un peu parlé tantôt, là,
mais la multiplication des moyens de communication. Mhm. Je vais raconter une anecdote, puis ça va faire sourire les gens, mais j'ai déjà une collègue qui m'a apostrophé en urgence, puis je nommerai pas la personne, je pense pas que la personne va se reconnaître non plus en passant. Le but, c'est pas de pointer personne du doigt. Mais la personne m'avait dit « Hey, je t'ai envoyé un message sur LinkedIn, tu m'as pas répondu. » OK. Le message, c'est un message qui était vraiment important. Mais c'est une personne qui travaille dans mon organisation qui m'envoie un message sur LinkedIn. Là, j'ai comme regardé la personne, je lui ai dit, tu sais, pour ce type de message-là, t'aurais pu m'appeler. Ouais. Ou m'envoyer un texto. Puis, encore une fois, les gens qui travaillent dans mon équipe savent très bien qu'à partir du moment où il y a une urgence, tu m'appelles. Puis si je réponds pas, tu m'envoies un texto, tu marques la mention « urgent ». Dès que je le vois, je vais, tu sais, au niveau des opérations, je veux pas, tu sais, moi, c'est du carburant, là. Fait que, malheureusement, le carburant, c'est une substance c'est un potentiel contaminant, c'est une substance qui est explosive. Fait qu'on a le sentiment d'urgence qui est vraiment bien développé d'une certaine façon. Fait que les gens savent que si c'est urgent, tu me textes en caractère gras, c'est urgent, je te rappelle dès que je prends le texto. LinkedIn, c'est pas le bon moyen de communication pour me rejoindre. Si c'est urgent ou c'est important, j'y vais une fois par semaine. C'est grosso modo, mais ça, c'est mon habitude à moi. Fait que quand je parle de multiplication des moyens de communication, c'est que là, présentement, ben, on peut communiquer par courriel, par texto, par Teams, WhatsApp, Messenger, LinkedIn, par une lettre papier, ça existe encore. Fait que, bref, il y a tellement de moyens de communication que ça, c'est un élément où je pense qu'il faut faire attention. Il faut choisir le bon outil de communication, le bon moyen de communication pour s'adresser à nos gens. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui, même si je pense que ça va continuer à se multiplier, parce que les gens sont créatifs, ces choses-là, je pense qu'en entreprise, il faut avoir, puis chaque entreprise peut être différente, mais je pense qu'il faut avoir un modus operandi là-dessus pour choisir les moyens de communication, pour choisir, venir établir certaines méthodes de communication. On a parlé d'intelligence d'affaires. Un autre watch-out, puis on en a un peu parlé tantôt, choisir la bonne donnée. Tu sais, quand on va dans un buffet, par exemple, on va au buffet des continents demain matin, là, ou demain soir, peu importe, il y a tellement de choses disponibles, de choix. Qu'est-ce que je mets dans mon assiette? C'est la même chose pour un gestionnaire en termes de il y a tellement de données qui est disponible. Qu'est-ce que je mets, moi, dans mon assiette? Qu'est-ce que je veux visualiser comme données pour être en mesure de prendre les bonnes directions? Là, je suis dans ma voiture, je conduis, j'ai un tableau de bord, j'ai mon speedomètre, j'ai une couple de comment je pourrais dire, j'ai un tableau de bord avec certains indicateurs de contrôle. Je suis capable de prendre les décisions que j'ai besoin de prendre pour conduire. Après ça, s'il y a une petite problématique avec la voiture, je comprends que je m'en vais au garage. Puis là, le garagiste va faire une inspection en X nombre de points, puis il va me dire « Tu as un problème avec telle chose. » OK, parfait, good. Mais c'est la même chose en entreprise. Tu sais, en tant que gestionnaire, tu veux essayer de voir le big picture, là, OK, comment ça va, OK, c'est beau. Mais la journée qu'il y a quelque chose, on va envoyer ça au garage là, d'une certaine façon, puis là, on va procéder à une inspection qui est un petit peu plus détaillée. Fait que ça, pour moi, là, c'est 2 watch-out super importants que je vois pour le rôle du gestionnaire dans les prochaines années. Opportunité, je vais parler d'intelligence artificielle. Ça, c'est clair. Tu sais, je commence de plus en plus, merci à Diego, d'être un adepte de ChatGPT moi-même. Là, OK? Je commence à l'utiliser pour différentes choses. Fait que je pense que pour nous, ça représente une opportunité, c'est clair. Dans le commerce au détail, ça représente une opportunité. Pour moi, c'est pas clair encore ce que ça représente, mais c'est certainement quelque chose qu'il faut explorer. Puis c'est peut-être quelque chose qui va nous aider, par exemple, au niveau de l'efficience, que ce soit dans le service à la clientèle, par exemple, ou dans le réapprovisionnement, ou dans la notion de gestion des inventaires, ces choses-là, ou certains contrôles. Tu sais, je pense que ça pourrait aider, mais honnêtement, j'ai pas fait assez de recherche. Je suis pas rendu là non plus. Je pense pas que le marché est rendu là. Je pense qu'on est très jeune au niveau de l'intelligence artificielle. En fait, par rapport à l'intelligence artificielle, il y a, je vais juste surenchérir, mais c'est vrai qu'on est encore très jeune, sauf qu'il y a de plus en plus de compagnies qui commencent à limiter l'accès à ChatGPT parce que, en d'autres termes, en fait, toute information que tu vas dropper dedans, bah, c'est de l'information qui devient publique. Tu vois, j'allais justement te parler de ça parce que mon deuxième point par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que je pense que ça va être important de la baliser. À titre d'exemple, Arnaud Énergie, c'est une entreprise
qui est privé. Mhm. Demain matin, puis ce que je vous dis là, c'est une discussion qu'on a eue à l'interne chez Arnaud Énergie il y a quelques semaines. Demain matin, encore une fois, pas pour mal faire, on a un employé en comptabilité, par exemple, qui dit « Ah, parfait, je vais loader les résultats financiers d'Arnaud Énergie dans le ChatGPT pour qu'il me fasse un sommaire exécutif. » Ben, du jour au lendemain, on devient une compagnie publique. Ouais. Parce qu'on vient de publier nos résultats à n'importe qui souhaite avoir accès à nos résultats à l'intérieur de la plateforme de ChatGPT. Fait que c'est clair que le petit côté givré, d'une certaine façon, de la mini-weed qui représente l'intelligence artificielle est en lien avec la confidentialité des données qu'il va falloir éventuellement baliser en organisation. Ça, je pense que ça va être quelque chose qui va être super important. Oui, mais au fait, c'est ce qui est en train de pousser, en d'autres termes, des compagnies à développer leur propre intelligence artificielle. Ouais. C'est une intelligence artificielle interne où tu peux loguer toutes les données sur plusieurs années. Et ça va... honnêtement, moi, je trouve que c'est excellent parce que on dirait l'employé qui a 50 ans d'expérience qui partira jamais de la compagnie. Ouais, c'est une bonne rétention de personnel. Ouais. Si on va sur l'intelligence artificielle, je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut être déstabilisant. Mhm. Dans le sens où, tu sais, la préoccupation première des gens, en anglais, on dit « What's in it for me », là, d'une certaine façon. Là. Ouais. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Mhm. Ça peut être un concern pour certaines personnes dans nos organisations. Mais Ouais. ce qu'on a vu, on regarde dans les institutions financières, par exemple, où les guichets automatiques sont arrivés, il n'y a pas grand monde qui ont perdu leur emploi. Il y a eu des départs à la retraite qui n'ont peut-être pas été remplacés dans certaines organisations, mais les emplois ont été relocalisés à l'intérieur des institutions financières pour être en mesure de créer de la valeur. Fait que je pense qu'on peut le voir comme ça aussi dans le commerce au détail quand ça sera rendu là. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que le marché est rendu là. Puis moi, personnellement, quand on regarde l'expérience client, les gens, en général, aiment être servis par une vraie personne. Je ne suis pas contre la vertu, mais il y a certaines chaînes aux États-Unis où on a vu qu'ils avaient installé, par exemple, des caisses autonomes qu'ils ont enlevées. Fait il y a différents signaux dans le marché présentement qui me disent c'est encore jeune. Particulièrement au niveau du commerce au détail, là, c'est encore jeune, c'est en exploration. Je pense qu'il ne faut pas être contre la technologie, je pense qu'il faut être pour la technologie. Je pense qu'il faut prendre le temps de l'étudier correctement au niveau de l'intelligence artificielle, voir comment ça va pouvoir s'appliquer à l'intérieur de notre business. Super, super. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Écoute, merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé avec nous ton expérience. C'était vraiment une très, très, très belle entrevue. Merci, Mathieu. Merci de m'avoir invité. Je me permettrais juste de faire un dernier petit point sur la vision future. Oui. Quand on parle de technologie, pour un gestionnaire, il peut avoir un côté déstabilisant. Je m'explique. Un gestionnaire, en général, tu n'arrives pas sur le marché du travail puis tu deviens gestionnaire demain matin. C'est pas... souvent, tu vas sortir de l'université, tu vas avoir 22, 23, 24 ans, t'es très au fait de la technologie d'aujourd'hui, ces choses-là, mais quand tu tombes gestionnaire, ben, tu vas tomber gestionnaire à partir de la trentaine, mi-trentaine, puis là, tu vas devenir, au fil du temps, un gestionnaire de plus en plus aguerri. Ouais. Mais la courbe d'adoption des technologies pour un gestionnaire est inversement proportionnelle à ton niveau d'expérience, d'une certaine façon, parce que plus tu avances dans le temps, ben plus tu t'éloignes généralement des nouvelles technologies. Fait que le défi pour le gestionnaire, c'est toujours rester à l'affût des nouvelles technologies pour ne jamais être dépassé par celles-ci. Fait que, tu sais, je regarde certains gestionnaires avec qui j'ai travaillé par le passé, puis certains gestionnaires que je connais, je veux pas dire qu'ils sont déphasés, mais ils sont déstabilisés par la vitesse à laquelle les technologies se mettent en place aujourd'hui. Fait que moi, je m'imagine en tant que gestionnaire, aujourd'hui, j'ai 44 ans. Là. Il m'en reste idéalement 15-16 ans à travailler. Puis après ça, j'aimerais bien ça prendre ma retraite. Mais pendant les 15-16 ans que je vais travailler, ça va évoluer tout ça. Ouais. Maintenant, moi, en tant que gestionnaire, puis là, je le ramène sur moi en tant que tel, comment je vais m'adapter, comment je vais être en mesure de suivre la parade.
Fait que, tu sais, plus ça va vite, tu sais, plus il va y avoir des nouvelles technologies, plus on va être exposé, plus ça va aller vite. Tu sais, d'une certaine façon, c'est un cercle vicieux, tout ça. Surtout, Vertueux, en fait, et non pas vicieux. Mais ça, là, c'est peut-être un petit côté là, pour les gestionnaires, tu sais, pour les gens qui veulent faire une carrière là-dedans, là, ou un petit peu, ça peut être déstabilisant dans le futur. Fait que ça, c'était un élément là, que je voulais apporter à la conversation en lien avec, tu sais, comment on voit le futur, puis comment, tu sais, surtout par rapport aux technologies. Je pense qu'il y a, tu sais, un gestionnaire doit prendre soin de lui-même en partant, puis de demeurer à l'affût. Je pense que c'est super important. Là. c'est un excellent point, en fait, parce que, en plus, avec la technologie, là, c'est exponentiel, en fait. Mhm. Ça va de plus en plus rapidement. Donc, faut vraiment être ouvert, en fait, en tant que gestionnaire, à changer la méthodologie de Tout à travail fait. d'année en année. Parce que si tu vas rester bloqué sur une méthode, sur un logiciel, sur une manière de travailler, parce que c'est la nouvelle technologie, ça se peut que ça soit pas la même chose dans 5 ans. Donc, il Clairement. faudrait switcher. Non, on est très Ouais. d'accord, mais Mais tu sais, ça peut être déstabilisant. Mais tu sais, moi, personnellement, j'ai envie de relever ce défi-là, c'est certain. Mais tu sais, je peux comprendre que moi, je pense qu'il y a certaines personnes où ça peut être, encore une fois, déstabilisant, comme j'ai mentionné. Ouais, ce qui ramène aussi qu'on va avoir de plus en plus à gérer le changement Totalement. dans l'avenir. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, quand on parle de communication, puis tu sais, comment je pourrais dire, d'excellence opérationnelle, d'amélioration continue, c'est à partir du moment où on veut que les choses changent, puis on veut mettre en place certaines nouvelles façons de faire, ça passe par un bon plan de gestion de changement, puis ça passe par un bon plan de communication de ces initiatives-là. Là. Tu sais, je pense que une des clés en tant que gestionnaire, ça se situe à ce niveau-là. Là. Super. Bah écoute, merci encore une fois d'être venu. Merci de l'invitation encore une fois. Pour tous ceux qui nous écoutent, écoute, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on reste restez à l'affût pour un nouvel épisode. Merci encore une fois et au revoir.